Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 7 jours en Chine. La Chine célèbre le 90e anniversaire de l'Armée populaire de libération. Des académiciens participent à un séminaire sur l'étude de la Chine. Un festival chinois aura lieu en octobre au Japon. La ville de Sansha devient créative pour préserver l'environnement. La Chine stimulera le tourisme d'hiver avant les Jeux olympiques d'hiver de 2022. La Chine célébrait jeudi dernier le 90e anniversaire de l'Armée populaire de libération. Ce jour est célébré dans toutes les ambassades chinoises dans le monde. C'est la plus grande armée du monde, une des plus puissantes aussi. Jeudi, l'Armée populaire de libération chinoise a célébré son 90e anniversaire. Au cours des 2 dernières décennies, l'APL a procédé à d'importants efforts de modernisation afin de lui permettre de répondre aux défis du XXIe siècle. À l'ambassade chinoise de Nairobi, les invités ont été conviés à une exposition sur l'histoire de l'APL et à visionner un documentaire court sur sa transformation. La Chine affirme que sa puissance militaire est à la fois un repoussoir et une force pour le bien. Jusqu'à la fin juin 2017, l'APL a déployé 33 000 militaires qui ont participé à 24 missions de maintien de la paix de l'ONU. Au cours de celles-ci, 21 militaires sont morts. La Chine est le plus grand pays contributeur en termes de militaires engagés et le second dans le financement des opérations pour des missions de maintien de la paix. Comme indicateur de son rôle mondial, l'APL s'engage et la Chine dit que malgré sa puissance militaire en expansion, le monde n'a rien à craindre. La Chine poursuit une politique étrangère indépendante de paix et une défense nationale qui est défensive par nature. Les navires militaires chinois sont déjà intégrés dans l'effort international pour combattre la piraterie. Au début du mois, la Chine a déployé des militaires dans sa première base à l'étranger, à Djibouti, qui doit servir de base de soutien. Un engagement qui, selon la Chine, doit servir à la paix mondiale. 26 sinologues et académiciens venus du monde entier et 19 universitaires chinois se sont réunis à Beijing pour participer à un symposium sur l'étude de la Chine. Ils ont procédé à un échange de vues sur un éventail de sujets tels que la culture traditionnelle chinoise, la vie moderne en Chine, la gouvernance mondiale ainsi que le développement mutuel. Reportage. Lors du débat de lundi dernier, les universitaires chinois de haut niveau ont parlé de la philosophie traditionnelle chinoise. Passionnés étrangers de la Chine ont suggéré quelques idées sur les valeurs artistiques chinoises. Colin Christopher Mackenzie est le conservateur principal du musée d'art Nelson Atkins de Kansas City dans le Missouri. Et dans son discours, il a affirmé que l'art visuel en Chine pendant la dynastie des Song était extrêmement avancé comparé à l'art visuel européen durant la même période. Si les politiques mises en place dans la capitale de la dynastie des Song, Kaifang, qui ont bien sûr disparu aujourd'hui, si elles s'approchaient de la grandeur de la cité interdite à Beijing, alors elles n'auraient pas surpassé quoi que ce soit en Europe à cette période. Créé en 2013, le symposium annuel sur l'étude de la Chine vise à renforcer les échanges culturels entre les académiciens et aussi à promouvoir l'étude de la sinologie. Cette année, cet événement de 2 jours avait pour thème l'initiative Ceinture et route d'un point de vue global. Les sinologues en visite ont également été invités à participer à un voyage de 3 jours dans la province du Qinghai pour en apprendre davantage sur l'initiative. Le symposium sur l'étude de la Chine est organisé depuis 5 ans. Nous avons pour objectif de fournir une plateforme aux sinologues et universitaires venus des 4 coins du monde pour voir la Chine réelle. Chacun d'entre eux est comme une fenêtre pour les gens d'autres pays, pour voir la Chine. S'ils n'ont pas de vue correcte sur la Chine, alors le monde ne l'aura pas non plus. Chaque année, le programme de visite des jeunes sinologues est également organisé en marge du symposium. Cette année, les jeunes passionnés de la Chine qui ont participé au programme peuvent aller à différents départements pour apprendre davantage sur des sujets comme la politique, la diplomatie, l'économie et la culture. Un festival chinois 2017 se déroulera à Tokyo les 21 et 22 octobre pour marquer le 45e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques sino-japonaises. Le festival, sous forme de foire, présentera la cuisine, les spécialités, la culture et des spectacles chinois aux Japonais dans le cadre des efforts destinés à promouvoir la communication et la compréhension mutuelle entre les peuples des 2 pays. L'ambassadeur de Chine au Japon, Chen Yonghua, également président du comité exécutif du Festival chinois 2017,
a fait savoir lors d'une conférence de presse que l'événement se tiendra à un moment important et revêt une signification spéciale du fait que cette année marque le 45e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre la Chine et le Japon et que l'année prochaine sera le 40e anniversaire de la signature du traité de paix et d'amitié Chine-Japon. Le diplomate chinois a souhaité que le festival joue un rôle exemplaire et éminent et contribue à la promotion de l'amitié entre les peuples des deux pays et à l'amélioration des relations bilatérales dans la nouvelle situation. De son côté, l'ancien Premier ministre japonais Yasuo Fukuda, également conseiller en chef du comité exécutif du Festival chinois 2017, a souligné que l'amitié entre le Japon et la Chine a un rapport avec la prospérité et la stabilité de l'Asie. Selon lui, la Chine se développe très vite ces 20 dernières années et il a espéré que le festival sera une opportunité pour le peuple japonais de mieux connaître l'actuelle situation en Chine. Le festival est organisé par l'ambassade de Chine au Japon et le comité exécutif du Festival chinois 2017. Il est sponsorisé par des groupes et institutions chinois et japonais. Selon les organisateurs, environ 100 000 participants y sont attendus. Le gouvernement de la ville insulaire de Sansha, située dans la province de Hainan, à l'extrême sud de la Chine, a mis en place de nouvelles normes et fait preuve de créativité en rendant l'île plus verte, avec une prise de conscience croissante des pêcheurs et des responsables gouvernementaux dans la protection des récifs de corail. L'environnement marin des îles de la mer de Chine méridionale est encore plus beau. La perspective de l'île de Jiaoshu semble plus verte qu'avant. Il y a davantage de bâtiments que lorsque je l'ai visité il y a 2 ans pour la première fois. Nous rencontrons de nouveau la famille de Chen Yihu. Ils habitent avec d'autres familles dans cette communauté. Je suis fière de vivre sur Jiaoshu et satisfaite de l'amélioration des conditions de vie ici. C'est bien plus notre chez nous aujourd'hui qu'avant. Et bien des choses ont changé en 2 ans. Jiaoshu a désormais l'électricité, les réseaux 4G et l'eau courante. Mais le plus grand changement est dans la façon de penser. On nous a enseigné à ne pas couper les arbres pour la cuisine, et à ne pas tuer les jeunes oiseaux, et en juin à ne pas pêcher durant 3 mois. Et toutes ces mesures visent à préserver l'écosystème. En 2013, 1 an après l'établissement de Sansha, nous sommes venus à Jiaoshu. Chen Yihu et son fils Chen Seu sont venus pêcher tous les jours. Ils ont déjà vu le nombre de poissons et d'escargots déclinés dans les eaux côtières. Ce fut la même année que Sansha a adopté de nouvelles mesures pour interdire la pêche illégale et créer des programmes de restauration pour les barrières de corail. Le plus grand souhait de Huang Lianhua est que la mer d'Or continue à fournir des trésors pour la vie des pêcheurs. Aujourd'hui, elle nous dit qu'elle élève des poissons et plante des arbres. Et ce n'est pas seulement pour obtenir un revenu complémentaire, mais c'est également crucial pour bénéficier aux générations futures de l'île. Jiaoshu s'ouvre au monde extérieur. Et comment préserver ce charme unique est une question pour tous. Le changement climatique, la pêche destructrice et le développement économique ont tous eu leur influence sur les récifs de corail en mer de Chine méridionale. Et endommager l'environnement signifie que les pêcheurs vont perdre leur source de revenus et la disparition éventuelle des îles elles-mêmes. Donc, la gouvernance de l'écosystème a été renforcée en vue d'assurer un avenir durable. Sansha arrive avec des moyens créatifs pour la protection écologique. Il a juste lancé un système d'adoption d'arbres en ligne. Par le biais d'une application, tout le monde peut parrainer un arbre pour participer au volet vert de l'île. Cela coûte 300 yuan, soit 50 $ par an. L'argent que nous obtenons des arbres sera utilisé pour leur protection et aussi pour acheter et cultiver plus d'arbres à Sansha. Nous espérons que Sansha deviendra encore plus belle, que notre fils aura la volonté de revenir sur l'île de Jiaoshu. Voici l'arbre que j'ai acheté. Il s'agit de l'un de mes souhaits pour cette île favorable à l'environnement. J'espère qu'il peut survivre à des tornades et grandir et devenir fort. Il me donne une autre connexion ici et une autre raison de continuer à revenir à Sansha. La Chine s'attend à un essor du tourisme lié au sport d'hiver, alors que les autorités locales s'efforcent de saisir les opportunités offertes par les Jeux olympiques d'hiver en 2022 à Beijing. Selon l'administration nationale du tourisme, la Chine vise à encourager 300 millions de personnes dans le pays à participer aux sports d'hiver d'ici les Jeux olympiques d'hiver de 2022. Le Conseil des affaires d'État de Chine a publié en janvier un plan quinquennal pour le tourisme allant de 2016 à 2020, qualifiant le tourisme lié aux sports d'hiver de partie importante de l'ambition du pays pour augmenter les revenus touristiques à 7 000 milliards de yuans, environ 1 000 milliards de dollars d'ici 2020.
Depuis lors, les autorités locales, telles que la région autonome ouïghour du Xinjiang, la région autonome de Mongolie intérieure et les provinces du Heilongjiang et du Jilin, ont élaboré des plans détaillés pour explorer les ressources concernées. Le tourisme lié au sport d'hiver est devenu un point positif dans l'économie du Heilongjiang, qui a ralenti à cause du recul des industries lourdes et du secteur de l'énergie. En Mongolie intérieure, la croissance des revenus du tourisme d'hiver a dépassé 30%, alors que celle du Jilin a représenté un tiers des revenus touristiques. L'envergure de l'industrie de sa glace et de la neige dépassera 1000 milliards de yuans et les revenus des équipements sportifs liés dépasseront 30 milliards de yuans, a déclaré le directeur de l'administration nationale du tourisme, Li Qinzhao. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.